Bonjour à le temps que Cathy arrive. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, Évangile Masson-Diaz, euh, coordinatrice avec Acheling ainsi que Nadine et Mathieu de ce programme Filex, programme qui débute tout juste, où une de nos envies était justement de pouvoir interroger les liens entre le secteur philanthropique français et le secteur de l'exil au sens large, le champ de l'exil au sens large en termes de solidarité et de pratique. C'est un programme qui débute. On est encore en phase, on va dire, d'exploration au sens large du terme. Et pour cheminer dans cette exploration est venue donc l'idée de cette table ronde entre trois acteurs assez centraux de notre point de vue, en tout cas, sur la question de l'exil en France et plus particulièrement en métropole. Ça me paraît important de le préciser pour le moment, vu que le contexte est quand même aussi différent à l'international ou au-delà de la métropole. Et les questions, comment on vous propose en tout cas de fonctionner aujourd'hui, ça va être assez simple pour qu'on ait aussi un vrai temps d'échange avec les participants de ce webinaire. On a deux questions simplement, alors qui peuvent paraître simples mais qui peuvent être très complexes dans la réponse. Donc ce qu'on vous propose, c'est de vous poser deux questions avec un temps de un ordre de réponse imposé entre guillemets, et ensuite un temps d'échange et d'interaction avec l'ensemble des participants. Désolée. Bonjour Cathy, est-ce que tu nous entends? Très bien. Super. On commence tout juste, voilà, je comblais pour te permettre d'arriver, donc c'est parfait. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, donc le titre de cette séance, Philanthropie et exil, renvoie évidemment aux manières dont les fondations et les fonds de la philanthropie interviennent pour soutenir les acteurs de terrain, avant tout des associations, mais aussi potentiellement des collectivités locales, selon les réalités. Donc interviennent pour soutenir ces acteurs qui prennent en charge ou qui travaillent auprès des personnes en situation de migration forcée. Donc pour commencer dans nos échanges, est-ce que vous pourriez, Fondation de France, Fonds Riace France et Fondation Abbé Pierre, nous présenter les modalités d'intervention de vos fonds ou de vos fondations dans le champ de l'exil et dans le domaine de l'accueil des personnes en situation de migration forcée, si c'est un public en tant que tel identifié et identifiable, s'il y a des spécificités, des thématiques soutenues plus particulièrement, des caractéristiques nouvelles aussi ou essentielles, et les objectifs, par exemple, de vos missions. Vous pouvez évidemment ne pas répondre à tout, vu qu'on est aussi un peu cadré par le temps. Donc, on vous demande autant que possible une réponse de 8 minutes, on va dire, chacun à tour de rôle. C'est très court et très frustrant. Et si c'est possible, on demanderait bien à la Fondation Abbé Pierre de commencer, Frédéric, puis Cathy de la Fondation de France, pour finir avec Frédéric du Fonds Riace, si ça vous va. Donc, Frédéric Cabas, si tu veux bien commencer par répondre à Bonjour. ces modalités. Merci, Évangéline. La Fondation Abbé Pierre intervient sur des champs qui sont des champs de lutte contre l'exclusion et lutte contre le mal logement. Nous ne sommes pas une fondation reconnue d'utilité publique dite générique. Nous avons des statuts autour de la reconnaissance d'utilité publique qui concentrent nos actions autour de ces deux sujets, alors qui semblent être restreints, mais qui en même temps sont très vastes. La lutte contre les exclusions et la question du logement est une question qui va brosser et traverser énormément de pans de la vie de toute personne en situation de précarité et de pauvreté, puisque le public auquel nous nous adressons, ce sont des personnes en situation de précarité et de pauvreté. On interagit avec à peu près 600 acteurs associatifs en France, à l'international et dans les territoires ultramarins. Et pour la métropole, nous agissions de l'accueil des personnes à la rue jusqu'à l'insertion par le logement et la production d'une offre nouvelle de logement, c'est-à-dire du financement à l'investissement. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça reste très global et très générique. C'est à peu près 900 projets par an que nous soutenons, et ce depuis 30 ans, puisqu'on est reconnu un peu plus de 30 ans, reconnu d'utilité publique depuis 1992. Mais les 2 premières années n'ont pas été aussi puissantes que les 10 dernières. La question de l'exil traverse l'ensemble de nos sujets.
Si on parle par exemple des enjeux d'accueil de jour, Boutique Solidarité, que nous avons désigné Boutique Solidarité, c'est un réseau à peu près d'une quarantaine d'accueil de jour Boutique Solidarité en France, en métropole et dans les territoires ultramarins, qui chaque jour accueille un public en situation d'exclusion, c'est-à-dire à la rue, démunis, sans ressources, avec des besoins de première nécessité et avec un enjeu fort d'accès aux droits. Donc, évidemment, ces 15 dernières années, le public de ces lieux d'accueil a largement évolué pour intégrer, voire augmenter de façon considérable le nombre de personnes en situation d'exil contraint qui n'ont plus que ces lieux-là pour trouver un espace refuge. Nous interagissons aussi sur les enjeux de bidonville et de squat autour à la fois de l'allée vert, c'est-à-dire des maraudes, mais aussi des enjeux de sécurisation des lieux de vie dans la perspective d'une insertion par le logement, c'est-à-dire de favoriser l'insertion des ménages, des personnes, par un accès au logement digne, de qualité, pas souvent avec un accès au droit au logement dit normal, puisque la question de la non-régularisation pose question, mais en tout cas avec cet enjeu d'héberger dans du logement dans des conditions les plus dignes possibles, avec évidemment un non-retour à la rue dans les projets que nous soutenons. Et puis il y a un troisième volet plus large qui est peut-être le plus récent, celui qui concerne le littoral, celui qui concerne Briançon, celui qui va concerner aussi voilà, des lieux, des espaces refuges territoriaux pour des populations en situation de migration, qu'elles soient intra-européennes ou extra-européennes, très souvent extra-européennes, avec des conditions extrêmement violentes d'accueil et parfois de vouloir voir ces populations quitter les territoires, d'évacuation, on va dire, d'exclusion, d'expulsion, et donc un enjeu d'aller vers et de réponse aux besoins de première nécessité, c'est-à-dire l'urgence sociale de l'alimentaire, de l'accès à l'eau, qui a été un des leviers importants, et puis aussi de toute la dimension de la mise à l'abri, parce que pendant la crise Covid, nous avons été absolument heurtés, choqués et puis emmenés par nos réseaux associatifs sur ce sujet qui n'était plus du tout couvert. S'il l'était un peu par le droit commun, il ne l'était plus du tout pendant la crise sanitaire, avec beaucoup de dénuement des populations. Et je terminerai par deux sujets spécifiques qui nous traversent aussi beaucoup. Ce sont les enjeux à la fois de mineurs isolés étrangers, non accompagnés, ce qu'on appelle les MNA, où nous soutenons à la fois des structures d'accueil, d'hébergement, mais aussi d'accès aux droits, notamment sur les questions de reconnaissance de minorité ou d'accompagnement vers des conditions de vie qui soient les plus adaptées possibles. Et puis, un deuxième sujet fort qui traverse certaines de nos actions, qui sont les sujets d'emprise, puisque les populations et les personnes qui sont en situation d'exil contraint, extrêmement confrontées à l'extrême précarité, sont aussi, d'abord, arrivent dans des conditions parfois d'emprise, mais sont aussi soumis à certaines stratégies d'emprise et qui complexifient l'approche de ces populations et puis qui complexifient l'accompagnement de ces personnes dans des conditions les meilleures. Voilà, je m'arrêterai là. J'espère ne pas avoir été trop longue et pas avoir dépassé les 8 minutes. J'ai pas regardé la montre. Mais bien sûr, je pourrais compléter par plein d'autres aspects qui sont importants pour nous. Et bien sûr, la Fondation active un plaidoyer et active un plaidoyer très fort autour du rapport mal-logement qui identifie les situations de grande exclusion. On parle aujourd'hui de plus de 350 000 personnes qui sont confrontées à vivre à la rue, une identification des personnes qui sont en situation de bidonville, entre 18 et 20 000 aujourd'hui, et puis voilà, un référentiel autour de la loi et de la réglementation pour faire évoluer le filet de sécurité et les actions de la puissance publique en direction des publics les plus précaires et bien sûr les personnes en situation d'exil. Merci Frédéric, tu as bien tenu le temps, je crois. Merci beaucoup. Cathy Diouf de la Fondation de France, si vous pouvez vous prêter à l'exercice. Merci. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Et, de notre côté, à la Fondation de France, alors on a plusieurs modalités d'intervention sur la question de l'exil. La principale, c'est celle du programme Solidarité Migrants, donc qui existe depuis 2015 et qui a été
restructuré sous sa forme actuelle à partir de 2020, sachant qu'on est actuellement, comme je pense pas mal d'entre vous le savent, en redéfinition de nos missions sociales. Et donc, ce que je vais présenter sur le programme est amené à évoluer donc dans les mois à venir. D'un côté, donc, il faut prendre en compte enfin, il faut garder en tête que la question des mineurs non accompagnés n'est pas traitée directement par le programme Solidarité Migrants, mais elle était en tout cas jusqu'à présent traitée par les programmes plutôt en lien avec la jeunesse et l'enfance, étant donné qu'il y a un parti pris qui est de considérer que les enfants étant des enfants, on considère qu'un programme sur l'enfance vient en aide à tous les enfants, peu importe leur statut. Et donc, du côté de Solidarité Migrants, c'est un programme qui se scinde en deux axes principaux. Le premier, c'est celui sur la santé mentale des personnes exilées, où donc il y a des projets qui sont soutenus pour la question qui est du trauma lié à l'exil, que ce soit sur ce qui a pu se passer dans le pays de départ, sur la route migratoire, ou bien également des traumas vécus dans le pays d'accueil. Et il y a également un autre axe dans Solidarité Migrante, dont je m'occupe plus particulièrement, sur l'engagement citoyen auprès des personnes exilées, qui lui-même comporte deux axes. D'un côté, un axe qu'on a appelé Agir au cœur des territoires, qui soutient de manière structurelle des associations dans les villes de moins de 150 000 habitants. L'idée étant de soutenir les petites associations un peu porte d'entrée et multi-thématiques, on va dire, qui peuvent faire à la fois du FLE, de l'accompagnement administratif, soutien juridique, etc., et qui sont parfois seuls dans des territoires qui sont peut-être peu dotés en termes d'associations qui accompagnent les personnes exilées. Et le deuxième axe autour, le second plutôt autour de l'engagement citoyen, c'est autour de la formation et de l'accompagnement des bénévoles. Là-dessus, le parti pris, c'était de se dire que c'est un secteur qui est majoritaire, enfin peut-être pas majoritairement, mais en tout cas en grande partie bénévoles, que les personnes qui s'engageaient bénévolement auprès des personnes exilées n'étaient pas forcément formées et soutenues. Or, c'est un bénévolat qui est très exigeant et on a pu voir peut-être des burn-out militants à une certaine époque. Et donc, le parti pris a été de soutenir leur mission auprès des associations et des personnes grâce à de la formation, mais aussi à de la coordination et peut-être parfois à de l'accompagnement psychologique pour les bénévoles. Donc, au cumulé de tous ces programmes, et je parle sous le contrôle de mes collègues qui sont dans la pièce, mais on approche les 1,5 million sur la question des exilés, avec 900 000 euros à peu près annuels qui sont plus précisément sur la question de l'engagement citoyen, et ça représente sur les 5 dernières années 80 associations qui ont été soutenues par le programme. En termes de sélection, nous on fonctionne mais comme tous les programmes de la Fondation France, on fonctionne avec un comité d'experts qui réunit à la fois, qui est pluridisciplinaire, donc qui réunit une médecin, une avocate, des représentants du monde associatif, du travail social, euh, voilà, de la recherche aussi. Et bien évidemment, parmi ces personnes, il y a des personnes qui sont issues de parcours d'exil, bien évidemment, pour avoir aussi autour de la table l'avis, en tout cas dans la sélection des projets, des personnes concernées. Et c'est le cas à la fois pour engagement citoyen auprès des personnes exilées et pour santé mentale des exilés. Il y a quelques critères qui te dessinent hein, dans ces sélections-là, qui se sont dessinées avec les années, notamment dans le programme Engagement citoyen auprès des personnes exilées. Par exemple, le comité a tenu à faciliter, entre guillemets, la sélection des projets qui pouvaient se dérouler en Outre-mer, étant donné que c'est une zone, et peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est une zone où on a peut-être un peu plus de mal à avoir des projets ciblés sur ces questions-là, mais aussi à faciliter l'accès pour les projets créés par des personnes exilées elles-mêmes. Donc, il y a différentes assos, j'en vois là autour de la table, qui sont créées par des personnes exilées et qui en effet apportent une solution et le comité trouve important de les mettre enfin, de les reconnaître en tout cas comme cœur de la solution.
Donc à l'avenir, pour la réorientation stratégique de la Fondation de France, donc c'est en cours, donc c'est compliqué de donner des axes, mais en tout cas, il y a 2 axes principaux qui vont prendre en compte la question de l'exil au sein des programmes. Un premier axe qui sera plutôt autour de la question des droits humains, et un autre axe qui sera plutôt autour de la question du lien social. Et donc voilà, avec tout ça, on a de belles thématiques en tout cas pour défricher cette question et continuer à soutenir des projets en lien avec l'exil. Voilà. Merci Cathy. Frédéric Meunier de Riace, à ton tour. Merci Evangeline. Un grand merci pour l'invitation. Juste pour Riace, on est beaucoup moins connu que la Fondation Abbé Pierre et la Fondation de France. Alors du coup, le nom, c'est le fonds Riace France. Riace, c'est un petit village en Calabre où le maire Mimo Lucano a eu des ennuis avec la justice parce qu'il a fait de l'accueil inconditionnel. Mais l'accueil à Riace, ça date de 1998. Où des réfugiés irakiens et afghans arrivaient sur les plages de ce petit village en Calabre. Et le village s'est organisé, qui était dépeuplé, s'est organisé pour accueillir ces nouveaux arrivants. Et le village a revécu grâce à ces nouveaux arrivants. Donc nous, à Riace, on a une approche très empirique. Alors je ne devrais pas dire ça avec autant de chercheurs autour de la table, mais en même temps, c'est aussi une réelle démarche. On est parti de constat. Alors au bout de 3 ans, au-delà des impacts directs de l'aide pour environ 150 000 personnes, qui est apportée par les associations partenaires, les principaux autres constats qu'on fait au bout de 3 ans, c'est vraiment une montée en compétences et l'augmentation des capacités de la société civile qu'on soutient. C'est aussi l'émergence de la consolidation d'initiatives solidaires adaptées aux besoins des territoires, là où on intervient. Alors, on n'est pas seul à intervenir, puisqu'on intervient très souvent aussi avec la Fondation de France et la Fondation Abbé Pierre et d'autres, on en parlera tout à l'heure. Et donc on constate aussi l'augmentation de la cohésion sociale des territoires soutenus, et puis le renforcement des synergies locales et des synergies nationales. Alors ce séminaire tombe bien parce que ce webinaire tombe bien parce qu'on est en plein travail pour clarifier un peu nos valeurs, de préciser nos missions, nos ambitions, notre future ligne aussi de plaidoyer. Et donc ça va me permettre un petit peu de confronter nos souhaits d'évolution à vos regards sur les questions que vous pourrez nous adresser tout à l'heure. En tout cas, 3 piliers vont constituer nos valeurs. Elles étaient déjà préexistantes avant, mais on consolide ces piliers. C'est les initiatives citoyennes inscrites dans leurs écosystèmes territoriaux comme des acteurs essentiels de la cohésion des territoires, de la cohésion sociale. Le respect aussi des droits fondamentaux par tous les acteurs comme cadre d'action, que ce soit la société civile, mais aussi l'État et les collectivités. Et puis une vision à long terme sur les changements sociétaux qu'amène l'exil comme boussole et comme guide qui doit alimenter nos évolutions. Alors aujourd'hui, on est convaincu que l'arrivée de nouvelles personnes sur les territoires touche aux enjeux de cohésion sociale. Ça paraît évident de le dire, mais on constate que bien accueillir est essentiel aussi pour les populations hôtes et pas uniquement pour les populations accueillies. On pense que lorsqu'un territoire accueille bien, finalement, les disparités, les marginalisations vont reculer et la cohésion sociale se renforce. Donc ça, c'est des éléments qui forgent quelque part notre vision. Alors, on s'est finalement rattaché naturellement vers la définition de la cohésion sociale du Conseil de l'Europe. Alors, on ne met pas tous en tête, mais la cohésion sociale pour le Conseil de l'Europe, c'est la capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres, en réduisant les disparités, et en évitant les marginalisations. Nous, on se situe autour de cette définition, qui est une définition européenne, nous semble collective, et que basiquement, finalement, la société civile, les collectivités, l'État décentralisé sont les principaux acteurs qui permettent de renforcer cette cohésion, et au travers, évidemment, de l'émergence de consolidation d'initiatives solidaires qui sont locales et qui sont adaptées au territoire. Nous, on pense effectivement que cette dynamique va bénéficier aussi aux habitants et que c'est essentiel de la soutenir. Donc on se positionne le Fonds Riace au plus près des initiatives citoyennes pertinentes qui s'inscrivent pour nous dans un cadre qui doit être collectif, en lien avec d'autres associations et dans la mesure du possible en lien avec les collectivités territoriales. Et on aimerait évidemment en lien beaucoup plus avec les services de l'État
décentralisé, ce qui est en tout cas pour une partie des personnes qu'on soutient, la majeure partie des personnes que le Fonds Riachier soutient, qui sont généralement des personnes dites à droit incomplet ou sans droit, l'État est largement absent. Alors évidemment, on intervient du coup quand l'État est défaillant, ou quand il ne respecte pas le droit, ou quand il n'a pas la capacité de le faire, ou la volonté d'allouer des moyens suffisants pour le faire. On souhaite évidemment intervenir en complément de l'action de l'État, et on le fait quand c'est nécessaire, quand c'est possible, et quand son action est performante, mais c'est très rarement le cas. On pense évidemment que l'État doit respecter les droits fondamentaux, leur caractère inconditionnel, qu'il dispose normalement des ressources juridiques, matérielles pour organiser un accueil digne pour tous et toutes, pour toutes et tous, pardon, et dans le cadre du droit international, du droit communautaire et du droit national. Nous, on croit fortement que la question d'accueil des personnes étrangères doit être pensée aussi dans le temps, en lien avec les évolutions sociétales plus larges, changement climatique, transition du modèle économique, etc., etc. Et on souhaite se positionner sur cette lecture du temps et non liée à des contingences conjoncturelles. Je regarde le temps, peut-être que j'ai débordé un peu. Nous, sur les thématiques, on travaille vraiment sur la précarité principalement liée à l'exil. J'en parlerai tout à l'heure. On a un tiers de nos projets, c'est des projets d'urgence. Et deux tiers, oui, c'est des projets plus structurants, des projets d'investissement. On en reparlera tout à l'heure. En termes de budget, 2023 a été une des plus grosses années d'engagement, avec à peu près 1,1 million € d'engagement budgétaire. Il y a Ania qui est là dans le public, si je dis des bêtises, elle me le dira. Et puis 2024, on va s'acheminer sans doute vers 750 000 € d'engagement, avec un budget dédié au financement des associations de 84% sur le budget global, avec des frais de gestion qui sont très bas, sans doute trop bas aujourd'hui, et donc ces équilibres sont aussi ténus entre les frais de gestion et les frais pour financer l'objet social. On a soutenu plus de 150 projets depuis le début, avec un focus plus particulier sur les petites villes et les zones rurales, considérant que c'est des territoires qui ont moins accès à des soutiens extérieurs. Donc du coup, c'est pour ça qu'on fait un focus. On travaille évidemment aussi largement sur sur les villes. Je crois que je déborde un petit peu, simplement pour vous dire que le renforcement évidemment de la cohésion sociale, c'est ce qui doit guider notre mission, alimenter nos stratégies. On a pour objectif donc de financer des initiatives citoyennes solidaires qui favorisent cet accueil inconditionnel. Et donc on soutient les acteurs dans leur démarche aussi de renforcement de la cohésion sociale des territoires. Et on va voir qu'on appuie aussi les acteurs à leur structuration. On a une mission d'incubateur un petit peu. Et on va se lancer dans du plaidoyer. On est encore très discret. On en reparlera tout à l'heure. Voilà. Merci Frédéric. Ashley, je te laisse prendre la suite. Oui, très bien. Bonjour à toutes et puis merci à chacune d'avoir fait déjà ce premier effort pour répondre à la première question posée. Donc on le voit déjà dans les premiers éléments de réponse apportés. Le champ de l'exil est un champ complexe, en transformation, en tension. On y observe une grande variété de modalités d'intervention, alors avec des différences entre vos fondations, mais surtout, et ça a déjà été évoqué, des différences avec les modalités d'intervention de l'État, bien sûr, d'associations entre elles, de collectivités locales, etc., selon des degrés d'institutionnalisation, des niveaux de professionnalisation, etc., en fonction des capacités évidemment et des modalités de financement. Est-ce que ces financements sont privés, publics, etc. Dans ce contexte, on aimerait vraiment essayer de savoir comment vos organisations respectives se positionnent dans ce jeu d'acteurs qui est donc complexe et dans ce jeu politique qui est lui aussi complexe. Si vous le voulez bien, je vous propose de procéder dans le sens inverse pour les prises de parole. Donc, je passe la parole tout de suite à Frédéric Meunier pour le Fonds Riachier, puis ensuite à Cathy Diouf pour la Fondation de France et enfin à Frédéric Cabat pour la Fondation Abbé Pierre. Merci Aisling. Alors, nous, sur
Pour l'instant, on fait très peu de communication. On est resté pendant 3 ans un petit peu sous les radars, se considérant un petit peu encore comme vulnérable. Vulnérable pour plein de questions. Et donc, on nous connaît plutôt par bouche à oreille, on va dire, dans le réseau, dans le secteur. Et les associations qui nous demandent des financements, voilà, passent par ce canal de bouche à oreille. On ne publie pas d'appel à projet, etc. On a 2 dispositifs de financement, je vous le disais tout à l'heure. Un dispositif d'urgence, enfin qui finance des actions d'urgence et des initiatives de la société civile qui viennent en aide directe aux populations concernées. Bien évidemment, ça leur fait parfois des économies sur frais de fonctionnement, mais on finance principalement de l'aide directe, c'est-à-dire alimentation, enfin d'abord hébergement, alimentation, soins, transport, protection juridique, etc. Au Fonds Riachier, sur nos 2 dispositifs de financement, on considère que l'hébergement ou le logement est le socle initial principal, et on ne finance rien s'il n'y a pas cette brique initiale. Donc, par exemple, on a financé un collectif de femmes à la rue qui est hébergé dans un bâtiment qui appartient à Vinci sous convention avec la Vinci, la mairie de Villeurbanne et une association. On travaille en lien évidemment avec la Fondation Abbé Pierre sur ce projet-là. C'est un type d'intervention qui est très intéressant, qui va joindre finalement un acteur économique Vinci, une collectivité locale, la ville de Villeurbanne, un collectif informel de femmes à la rue, des associations locales et un autre bailleur de fonds qui est la Fondation Abbé Pierre. On intervient par exemple aussi beaucoup sur le littoral nord, soutien notamment au Calais à Pile et à d'autres associations. Voilà, ce type d'intervention est classique. On finance aussi des réseaux d'hébergeurs citoyens. On peut financer des frais, notamment des fluides ou des loyers d'appartements pour de l'hébergement sur ce dispositif d'urgence. Le deuxième dispositif, c'est ce qu'on appelle, nous, en interne, des projets d'hospitalité territoriale. C'est un financement d'investissement qui vise finalement à consolider ou à ancrer l'hospitalité sur un territoire, les moyens de l'hospitalité, c'est-à-dire l'usage du foncier. Sécuriser l'usage du foncier pour les associations semble pour nous, en tout cas dans notre stratégie, essentiel pour qu'elles puissent d'une part faire des économies, en s'affranchissant parfois d'un loyer, en étant propriétaire, en devenant propriétaire, ou bien en réduisant les coûts de consommation des fluides, etc., qui leur permet effectivement de consacrer des financements à d'autres choses, et notamment de l'accompagnement des populations. Donc c'est des subventions d'investissement qu'on a pu mettre en œuvre, par exemple à Avignon avec l'association Rosemerta, à Briançon Refuge Solidaire, dans la Creuse avec l'association Montagne Accueil Solidarité, et puis énormément d'autres structures. Ce dispositif de financement représente environ 60%, 65% de nos interventions. Sur la question des liens avec évidemment les autres acteurs de financement, alors l'État est largement absent. On a vu que des collectivités s'engagent et on travaille avec elles. Alors nous, en tant que fonds de dotation, on n'a pas l'autorisation de financer des collectivités. Par contre, on vient en cofinancement régulièrement avec elles. Et puis, bien sûr, on travaille en proximité avec la Fondation de France, avec la Fondation Abbé Pierre, évidemment, Fondation Rothschild, Fonds de dotation des Petites Pierres, Un Monde par tous, et puis beaucoup d'autres. Qu'est-ce qu'on partage ? On partage d'abord de l'information, on se tient au courant. On partage aussi des analyses internationales, nationales, locales. On échange aussi sur les partenaires soutenus, des partenaires qui ont des difficultés, qui doivent avoir plus de soutien. On se réfère entre nous des associations qui ont des besoins complémentaires que nous ne pouvons pas forcément financer, et peut-être que la Fondation de France peut le faire. Donc on essaie d'avoir justement un jeu de cofinancement. Et donc on aimerait échanger plus régulièrement, mais on échange de manière quand même très très régulière, et l'intention serait peut-être de pouvoir se rencontrer plus et puis forger, pourquoi pas, des éléments de stratégie commune, mais du coup ça prendra du temps. Les relations avec les acteurs, autorités publiques, acteurs politiques, alors le Fonds Riachier a l'avantage d'avoir dans son comité d'engagement une place qui est réservée à l'ANVITA, donc l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Et donc évidemment, on se concerte très régulièrement avec les membres de l'ANVITA
qui nous permettent d'intercéder auprès de collectivités et d'élus quand il y a des difficultés ou des sujets complexes à aborder. Ils peuvent venir en médiation parfois, et en tout cas, on échange très régulièrement avec l'Invita sur des éléments de contexte. Et puis, on travaille évidemment aussi en direct très régulièrement avec des élus pour essayer de se concerter. On a eu quelques interventions auprès des dettes, parfois quand on a eu des acteurs qui étaient cofinancés par l'État. Et je me souviens une fois avec la Fondation Abbé Pierre, on était intervenu auprès d'une dette, puisque les services décentralisés de l'État voulaient retirer un financement d'un acteur qu'on soutenait avec la Fondation Abbé Pierre. Et c'était intéressant parce qu'on s'estimait comme cofinanceur de cet acteur avec l'État. Et donc, on lui a quand même demandé pourquoi il souhaitait retirer ses financements et qu'il nous prévienne à minima quand il décide unilatéralement de couper les financements d'un acteur. Donc voilà, peut-être rapidement le panorama du côté du Fonds Riace sur ces enjeux-là. Et avec un avenir qui va être encore plus complexe, puisque on pressent une tension très forte sur ces questions qui va commencer à se renforcer au lendemain des élections européennes, il nous semble. Mais voilà, il est 34, il est 41. Je laisse la parole. Merci beaucoup. Cathy Diouf, est-ce que ça vous va d'enchaîner? Oui, pas de souci, merci beaucoup. Alors de notre côté, on communique sur le programme Solidarité Migrants, dans le sens où on a un appel à projet, enfin on avait en tout cas jusqu'à présent un appel à projet par an, à la fois sur engagement citoyen auprès des personnes exilées et sur santé mentale des exilés. À la marge, on peut aussi faire des soutiens qu'on appelle hors appel à projet, mais qui sont plutôt hors critères de l'appel à projet, soit qui nous sont remontés par l'appel à projet, soit par d'autres biais, mais si jamais il y a un intérêt particulier du comité parce que c'est un projet particulièrement original, innovant ou d'urgence, enfin voilà. C'est l'appel à projet, c'est un système donc qui fonctionne bien, peut-être trop bien, et c'est aussi quelque chose qu'on est en train potentiellement de re-questionner dans la nouvelle stratégie. Mais à titre d'exemple, en 2023, c'est 140 projets qui nous ont été envoyés sur l'appel à projet pour une vingtaine, enfin entre 20 et 30 soutiens in fine. Donc on est conscient que c'est un gros travail pour les associations pour peu de retours. Mais ce qui montre aussi qu'il y a du besoin et qu'il y a une importance à ce que les acteurs de la philanthropie se positionnent sur la question. En termes de ce qu'on finance, alors ça dépend des axes, comme vous l'aurez compris. Et la petite particularité, c'est que sur Agir au cœur des territoires, par exemple, on peut soutenir du fonctionnement. On a financé des premiers locaux, enfin, ou même des soutiens de locaux pour certaines associations ou des premiers salaires, etc. Parce que c'est aussi important dans la structuration, la professionnalisation aussi de certaines associations comme le disait Frédéric, parfois font malheureusement un peu à la place de l'institutionnel. Donc il y a quand même un intérêt à les pérenniser pour leur action. Ensuite, ce qu'on arrive à faire cette année, étant donné qu'on est en période de transition, c'est qu'on va favoriser du mieux que possible la coopération entre les acteurs, étant donné, enfin, on soutient quand même des acteurs sur les thématiques migratoires dans toute la France qui ne se rencontrent pas forcément, notamment les petites associations qui sont situées en milieu rural. Et donc, dans notre stratégie de transition 2024, on prévoit donc une rencontre entre tous les porteurs de projets qui ont été soutenus par le programme, ce qui est une autre façon finalement de soutenir les associations, dans le sens où ça permet de créer des espaces d'échange, de pratiques, aussi potentiellement montant en compétences sur les besoins identifiés. Et donc, je pense que c'est important à mentionner. À l'heure actuelle, donc on a commencé un peu à sonder les associations et on a 50 associations qui nous ont répondu être intéressées pour participer à cette rencontre. Donc voilà. En termes de coopération plutôt au niveau de la philanthropie, donc c'est vrai qu'il y a
à la fois des cercles formels et des cercles informels sur la coopération entre fondations sur cette question de l'exil. Donc en effet, on peut être en contact. Donc c'est vrai que la Fondation Abbé Pierre, IHC, la Fondation de France, parfois on a un peu les usual suspects des financements des fondations exilées. On se retrouve sur beaucoup de projets. Et donc, en effet, c'est toujours important de communiquer sur certains projets. On peut même faire des co-suivis pour aussi alléger le travail d'association. Et puis, il y a de plus en plus de groupes formels dans lesquels on peut participer. Je pense notamment à un groupe qui est géré par l'association Synergie Migration sur la question des femmes exilées qui réunit plusieurs fondations. Voilà, donc finalement, c'est des coopérations qu'on peut avoir à la fois au niveau régional sur le littoral nord, par exemple, comme disait Frédéric, au niveau national, mais aussi au niveau européen, où on fait notamment partie des PIM, European Philanthropic Initiative for Migration, qui permet donc à la fois d'être un espace de réflexion entre différents fonds européens qui financent cette question, mais aussi d'être j'ai pas envie de faire trop d'anglicisme, mais un pool fund pour financer des projets en commun sur cette question-là. Et donc c'est hyper pertinent à la fois pour nous aider dans nos réflexions et nos orientations, et aussi pour voir ce que font les autres dans les autres pays qui certes ont des contextes différents, mais parfois on se retrouve sur pas mal de choses. En interne aussi à la Fondation de France, étant donné qu'on est une fondation abritante, on anime alors une fois par an un groupe de fondations abritées qui travaillent sur ces questions. Donc certaines sont vraiment très engagées sur la question des personnes exilées et d'autres un peu plus à la marge. Mais donc, ça permet d'échanger sur la thématique, de favoriser les échanges de projets et les réflexions. Et ça permet aussi de favoriser la transversalité. À titre d'exemple, on a une fondation qui est plutôt sur la question de la nature et de la biodiversité, mais qui se joint à ce groupe de réflexion pour avoir justement des liens et des réflexions qui permettent d'associer ces questions de nature, de biodiversité et d'accueil. Et c'est assez intéressant. Alors directement, ensuite sur la question des liens institutionnels, directement, la Fondation de France n'en a pas beaucoup, notamment sur cette question, en plus par le fait que nous, on ne fait pas de plaidoyer. Pour autant, on sait que le label FDF, entre guillemets, pour les associations, peut faire gage de sérieux ou au moins de légitimité et que ça peut leur ouvrir des portes pour, elles, engager des conversations avec les institutions. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose à mentionner quand une asso n'est pas financée ou fait uniquement de la levée de fonds participatifs, etc. Et quand elle a un label de la Fondation de France qui paraît très institutionnel, etc., ça peut aussi ouvrir des portes. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Et en termes de communication, nous, sur le programme, c'est vrai qu'on le traite de l'aspect positif de ces citoyens qui s'engagent pour les personnes exilées. C'est des communications qui sont pas simples à faire, des collectes aussi, mais globalement, on se dit qu'en accent sur cette question positive, en tout cas, ça mobilise peut-être plus, malgré le fait que ça reste une question un peu polarisée et politisée dans la société. Voilà. Et à disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Teddy. Frédéric Kaba, est-ce que je peux directement vous passer la parole? Vous avez été patiente et vous avez été très brève au départ, donc j'imagine que vous avez des choses à ajouter. Si vous êtes avec nous. Sur la question du plaidoyer, oui, certainement, l'enjeu du plaidoyer pour les fondations, la philanthropie, pour les différentes formes de philanthropie, parce qu'il faut quand même bien comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes origines de fonds, ou pas forcément en termes de philanthropie, j'entends, hein, les financeurs. Nous, on est financé à 97% par les donateurs, par la société civile.
Et cette façon d'être financée engage une fondation reconnue d'utilité publique à trouver et à forger un exercice de plaidoyer compliqué, et d'autant plus compliqué face à la polarisation de la société. Je pense qu'il ne faut pas se mentir, c'est extrêmement difficile quand l'on doit à la fois parler avec des donateurs et à la fois défendre des causes et défendre des positions et des valeurs. C'est extrêmement difficile de pouvoir tenir des deux bouts, et actuellement en particulier. Moi, je veux revenir sur 3 choses, si vous en êtes d'accord. La première, c'est la différence qu'il peut y avoir entre la notion de communication, de plaidoyer et d'influence. Je pense que c'est des leviers et des utilisations que nous avons au quotidien, nous, dans la façon dont nous agissons. Ça fait plus de 30 ans que la Fondation Abbé Pierre soutient des projets, et nous ne faisons pas appel à projets, et c'est un choix. Nous faisons le choix d'un dialogue dans les territoires. Alors, on a la chance d'avoir 9 agences régionales qui couvrent pas la totalité de l'Hexagone, mais une grande partie de l'Hexagone, plus un service dont je suis à la tête qui s'occupe du point de vue national du soutien à l'action. Et cette réponse est une réponse de tissage de solutions au quotidien, c'est-à-dire la capacité d'actualiser le diagnostic sur la situation des personnes, d'actualiser aussi les ressources qui existent, y compris de la puissance publique. Les ressources de la puissance publique sont parfois redistribuées aux aléas des élections. Je rappelle qu'on a un calendrier électoral présidentiel, législatif, municipal, départemental, j'en passe et des meilleurs, hein, parce qu'on ne va pas tous les égrener, à européens actuellement, puisque le week-end prochain nous votons, qui influe sur la position des collectivités territoriales et de l'État, et notamment par rapport aux populations qui sont dans les situations les plus extrêmes. Évidemment, toute personne qui est à la rue est un problème pour le politique sur la notion de l'espace public, et quand elle est exilée, le problème se démultiplie. Donc nous construisons des projets en dialogue avec les collectivités territoriales, par nos agences ou par les services du national, et ce tricotage, c'est aussi de l'influence. C'est aussi par ce biais-là qu'on fait des tours de table de financeurs, et que l'engagement de l'image, du travail de la Fondation Abbé Pierre va faire ce qu'on appelle un effet levier pour déployer parfois des fonds de collègues d'autres fonds, d'autres fondations, mais aussi parfois de la puissance publique. Parce qu'il y a encore des acteurs dans les collectivités territoriales et de représentants de services de l'État qui ont envie de contribuer à la résolution des problématiques de façon ponctuelle ou de façon pérenne. Ça existe encore, je veux le dire, autour de cette table. La deuxième chose que je veux dire sur la notion justement d'influence, c'est ce que nous portons tous, les fonds que nous apportons à la question de l'exil et à la question de cette situation d'exil non choisi dans une violence du quotidien qui est extrême, c'est que nous représentons une goutte d'eau dans la mer des solutions. Il y a aujourd'hui des leviers de solidarité à l'intérieur des communautés ou à l'intérieur de la société civile qui sont extrêmement puissants. Nous, on l'a vu avec la crise sanitaire. Ce sont des collectifs d'habitants qui sont venus nous chercher pour nous dire ici, il y a un vrai sujet. Il y a, par exemple, on agit en direction des quartiers populaires. On a à peu près une quarantaine d'associations avec lesquelles on interagit à l'intérieur de quartiers dits QPV, mais pas que, qu'on appelle quartier populaire, c'est-à-dire à majorité d'habitat social ou extrêmement pauvres. Eh bien, nous avons rencontré des collectifs à cette occasion-là, qui a fait augmenter à peu près de 200 associations soutenues, hein, et qui ont été très actifs et très puissants. Donc, la question de l'influence, ça n'est pas qu'une question de faire venir l'État autour de la table, de mon point de vue, ou de dénoncer la problématique que pose cette maltraitance des personnes en situation d'exil. La question de l'influence, c'est de faire un corps, c'est de créer un corps, et la capacité de construire des solutions, à la fois qui répondent aux problématiques du quotidien, mais qui aussi construisent une solidarité transversale dans la société qui est quand même inédite. Ça, c'est ce que je voulais dire. Donc oui, on ne fait pas d'appel à projet. On est en capacité, ce qu'on appelle l'innovation sociale, qui, bon, de notre point de vue, existe peu, qui recompose des créations, des identités d'action sociale fortes pour répondre aux personnes exilées. Nous pouvons décider de soutenir 3 ans, 5 ans, 7 ans. C'est la qualité du projet, la qualité de sa réponse et le fait qu'il s'inscrive dans une perspective du logement qui fait que nous allons continuer à soutenir. Et c'est très important. Parce qu'en fait, quand on abandonne parfois une innovation aussi fragile que ce que proposent certaines associations qui sont de petite taille, qui sont parfois composées que de bénévoles, eh bien, on perd de l'investissement de départ très, très fort. Donc, c'est important de rester un petit peu plus longtemps ou d'y aller un petit peu plus fort sur les financements pour ne pas abandonner
la créativité pour ne pas abandonner l'engagement qu'a nécessité la réponse à ces personnes en situation d'exil et ne pas abandonner la capacité d'innovation de ces structures qui sont assez fragiles mais qui en même temps produisent de la réponse. Et je vais terminer par quelque chose autour de la notion du plaidoyer. J'avais un peu commencé par ça. La question du plaidoyer, c'est la question aussi de la capacité d'envoyer de l'utopie, pardon, un projet de société de transformation sociale puissant à la société civile. Ça n'est pas qu'un levier de la transformation des politiques publiques. Et je pense que c'est là que, de mon point de vue, les fondations de façon générale et la philanthropie de façon générale peut avancer. Il y a quand même quelque chose d'une fonction de cette philanthropie qui doit être aussi une fonction contributive de redonner une dimension politique, non pas au sens réel politique, mais au sens de la transformation sociale de la société. Et en particulier en direction des personnes exilées, qui très souvent, alors moi je pense que la situation des personnes exilées, c'est pas brutalement dégradé ces 2 ou 3 dernières années, ça fait 15 ans que ça, voilà, qu'on perd de vue la nécessité d'avoir une réponse collective et de solidarité nationale. Je veux dire que c'est quand même, ça va crescendo, mais ça fait 15 ans que on voit des décisions de collectivités territoriales et de l'État qui dégradent systématiquement la réponse. En tout cas, nous, pour agir en direction des situations de bidonville et de squat depuis plus de 15 ans, c'est ça que nous voyons. Et je trouve que notre rôle, s'il faut positionner aussi un plaidoyer qui ne soit pas que, je dirais, dans une position binaire, je suis pour les personnes exilées ou je suis contre les personnes exilées, ce qu'a tendance à faire la polarisation aujourd'hui, c'est aussi par le soutien à l'action, la capacité des projets à solutionner et à rendre acteurs les personnes, c'est-à-dire à capaciter les personnes exilées, à les rendre pleinement acteurs et citoyens, qu'il y a quelque chose qui doit se jouer dans un plaidoyer auprès de la société civile. Et je crois qu'on a quelque chose à investir de ce côté-là, parce que quand on vient que dialoguer du côté de quelque chose qui est légitime, hein, de dire que ça n'est pas possible de rejeter, d'exclure, de violenter à ce point-là des personnes parce qu'elles viennent d'ailleurs, il y a peut-être aussi quelque chose à inverser du côté de la norme de ce dialogue sur la situation des personnes exilées, au-delà de montrer que c'est des personnes qui ont une richesse incroyable au travers de leur parcours parce qu'elles ont survécu et parce qu'elles viennent de lieux et d'une histoire forte, elles sont aussi dans la résolution de problématiques, elles contribuent à la résolution de problématiques de la société qui regardent et qui concernent l'ensemble de la société française. Donc je pense que voilà, s'il y a une piste à trouver et à creuser, c'est peut-être celle-là. Et pardon si j'étais un peu longue. C'est parfait. Vous avez été tous les trois extrêmement respectueux du temps. Nous allons pouvoir, si ça vous convient, passer à des questions de la salle. Évangéline, je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci. Alors, donc, vous pouvez soit effectivement lever la main, comme le précise Rémi, et on vous donne la parole par le micro, soit écrire dans le chat vos questions, vos réactions, soit en taguant, entre guillemets, un de nos 3 invités, soit des questions de manière large et ouverte. Pour le moment, je ne vois pas de réaction spécifique. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole spontanément? Rémi et Anne Lacoste. Très bien. Alors, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour toutes ces interventions. C'était vraiment très riche. Moi qui ne suis pas spécialement connaisseur voilà, de ces activités philanthropiques autour de l'exil. Et j'ai entendu en fait plusieurs mots autour de la cohésion sociale, le lien social, qui sont en fait des catégories assez classiques dans ce que Frédéric a nommé la politique de la ville. Et donc, pour continuer à explorer un peu les acteurs avec qui vous êtes en lien, j'étais curieux, voilà, comment vous vous interagissez un peu avec ce qu'on appelle les équipes de développement local, qui sont un peu les agents municipaux qui travaillent directement dans cette activité-là, que ce soit les équipes de développement local ou les mairies plus généralement. Comment, est-ce que vous avez des liens un peu spécifiques via vos programmes, via vos financements ou
ou peut-être par les assos avec lesquels vous travaillez? Enfin voilà, quels sont les liens avec ce secteur de l'action publique un peu particulier que j'ai entendu revenir par des mots voilà, qui correspondent assez bien à cette catégorie? Est-ce que l'un de vous trois veut répondre dès maintenant ou Anne Lacoste, on prend votre question et ensuite on fait peut-être par duo? Je prends la parole ou qu'est-ce que vous préférez? Allez-y, ouais. Ok, bonjour. Donc, je représente le Fonds Inkerman, qui est une fondation abritée sous égide de la Fondation de France. Et j'ai deux questions. Premièrement, là, on parle beaucoup du territoire national. Or, il me semble vraiment que la question des migrations, évidemment, une dimension internationale, mais au niveau européen, c'est absolument crucial. Et donc, je m'interroge aussi sur l'articulation avec soit les fondations et organisations qui ont une action au niveau européen, soit comment s'associer à des groupes de fondations européennes qui agissent sur ce sujet-là. Donc voilà, ça c'est une première question. Et une question pour Cathy Diouf. Cathy, vous avez parlé de 1,5 million à peu près dédiés à la Fondation de France aux actions de soutien aux personnes exilées. Est-ce que ça comprend ou pas les sommes qui sont allouées aussi par les fondations abritées? Et sinon, est-ce que vous avez une idée des montants globaux que les fondations abritées adressent à cette thématique? Merci Anne. Donc une première question sur la question de la politique de la ville et du développement local, et ensuite deux questions de Anne. Est-ce que Cathy, vous avez été identifiée, vous voulez vous y coller pour commencer? Oui, pas de souci. Pour répondre à la dernière question, en effet, c'était plutôt côté programme de la Fondation de France et pas Fondation Abritée. Et, euh, et je n'ai aucune idée du chiffre concernant les fondations abritées. Ce sera en effet intéressant de pouvoir regarder, Euh, même si c'est une dizaine à peu près de fondations qui financent régulièrement des projets liés à l'exil, peut-être un peu plus maintenant. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de chiffres et ça serait une question intéressante. Au niveau de ce qui se passe au niveau européen, en effet, je pense il y a un intérêt fort à se rapprocher des réseaux de philanthropie européenne qui agissent sur ces questions-là, mais aussi potentiellement d'associations qui travaillent peut-être à un niveau peut-être plus enfin non régional, non national, mais plutôt européen, dans le sens où évidemment, le parcours migratoire est une continuité. Il y a des pays d'arrivée, de départ, de transit. Et là-dedans, c'est compliqué de décorréler totalement l'international du national. Euh, Même si, en tant que fondation française, il est primordial qu'on ait toujours, bien évidemment, une action sur notre territoire. Et ensuite, peut-être pour la dernière question, j'ai pas énormément de choses à dire en tant que Fondation de France, étant donné que n'étant pas opérateur, etc., c'est vrai qu'on peut avoir des liens différents avec les collectivités publiques, notamment dans ce contexte-là. Mais donc, je vais laisser plutôt mes collègues réagir. Ouais. Oui, Frédéric, oui, pardon. Non, alors j'ai eu une coupure, j'ai pas eu la question sur la politique de la ville et le développement local, donc je suis désolé, j'ai eu une coupure internet. Sur la dimension Europe, effectivement, elle est fondamentale. Moi, je viens de l'aide internationale et effectivement, on essaye de construire des choses au local en s'inspirant de ce qui se passe à l'international, et en tout cas des outils de l'aide internationale. Et effectivement, on n'a pas assez cette dimension. Pour l'instant, nous, on a 3 ans d'existence et l'ambition, l'intention, c'est aussi d'aller travailler avec les partenaires européens et notamment et surtout les autres fondations. Et donc ça, pour l'instant, c'est effectivement un impensé. On travaille un tout petit peu avec l'Italie,
notamment avec le village de Riace. On travaille aussi un petit peu sur les frontières, donc avec notamment sur Vintimille, avec des acteurs italiens et des acteurs français. Mais on a encore du mal à se projeter tant sur les analyses que sur les collaborations avec d'autres acteurs européens. Et sur la politique de la ville, j'ai pas entendu la question, donc je peux pas vraiment répondre. Sur la politique de la ville, sauf si Frédéric Abat, tu veux prendre la suite, c'était est-ce qu'il y a un lien particulier avec certaines équipes ou certaines modalités d'organisation au niveau de la politique de la ville, par exemple les équipes de développement local? Je pense qu'effectivement, c'est plutôt pour l'instant, comme Cathy le signifiait, les partenaires qui sont sur le terrain et en première ligne, qui sont en lien avec les équipes développement local et politique de la ville. Nous, effectivement, pour l'instant, on est plus en retrait, on va dire. Et notamment, fonds de dotation, nous on ne peut pas financer donc les collectivités, donc voilà, c'est peut-être ça peut expliquer cela, mais peut-être je vais laisser Frédéric éventuellement aussi compléter. Alors, développement local, très peu sur les questions d'exil, on va être clair, la question du positionnement d'un CCAS ou la question du positionnement d'un service de mairie peut complètement intervenir. Alors, nous, on a beaucoup travaillé sur la sécurisation des lieux de squat et de bidonville, et ça nous a amené à travailler avec des équipes de mairie en négociation, en construction de solutions ponctuelles et plus durables. Mais aujourd'hui, il y a une vraie complexité je crois qu'on rencontre tous et que les associations partenaires rencontrent beaucoup d'acteurs issus des collectivités territoriales qui sont des acteurs intéressés, voire engagés à tenter de résoudre des problématiques qui peuvent se poser à eux dans l'espace public ou dans les situations, je pense au parc et jardin, enfin, ça a l'air ridicule, mais c'est quand même aussi des acteurs du quotidien qui sont en première ligne de ces situations et qui font remonter des choses. Donc, nous, on a plutôt un lien avec des CCAS et des communautés de communes qui, elles, ont envie de construire la résolution, notamment de situations de bidonville, par l'accès au logement. Ça, c'est ce qu'on peut avoir. Sur le développement local, type politique de la ville, quartier, non. Enfin, c'est très rare. Enfin, même les assos. Alors, on peut avoir des assos qui agissent et qui interagissent sur le sujet de l'exil, qui sont aussi financés dans le cadre de la politique de la ville pour d'autres actions, parce qu'elles apportent dans le territoire des réponses. Mais ce que je constate, en tout cas, si je révise l'ensemble des projets que nous accompagnons et que nous soutenons dans ma tête, et il y en a beaucoup, un certain nombre en tout cas, très peu sont dans l'emprise de QPV. C'est-à-dire que les installations, ça nous est arrivé quelques fois en Seine-Saint-Denis, à la Courneuve, aux abords des 4000 où il y avait un bidonville, mais je veux dire, c'est assez rare en fait. Donc, il y a peu de liens avec ça. Les questions de citoyenneté sur les sujets QPV ne vont pas jusque-là, quartier politique de la ville ne vont pas jusque-là. Il n'y a pas une globalité, il n'y a pas un 360 sur les situations. Et d'ailleurs, c'est aussi parfois des quartiers qui font un effet de solidarité familiale ou communautaire d'accueil de personnes en situation d'exil contraint. Enfin, quand je parlais de régulation par la société civile, celle-ci est très très forte et elle est très importante en nombre, j'entends. Sur les questions européennes, nous sommes aussi partenaires de l'EPIM depuis une dizaine d'années, de cette structure qui réunit autour de la table des fondations européennes qui soutiennent des projets, alors là, beaucoup plus d'accompagnement au plaidoyer, à la connaissance, à l'observation. Je veux juste témoigner de quelque chose de ce point de vue-là, c'est l'écart culturel qu'il peut y avoir entre les organisations et les pays sur la façon dont nous voyons les choses. C'est-à-dire que c'est étroitement lié à l'interventionnisme ou le non-interventionnisme de l'État et des collectivités territoriales dans chaque pays. C'est aussi étroitement lié à la culture philanthropique de chaque pays. On n'a pas du tout la même histoire en termes de culture philanthropique. Et le dernier levier, c'est aussi le levier de la façon dont on recrute des fonds.
qui peuvent être complètement différentes d'un pays à un autre. Et ça change la façon de dialoguer. C'est difficile, du coup, de se comprendre. Il y a un grand temps de déplier nos cultures pour arriver à trouver un espace de discussion un peu qui peut construire du plaidoyer. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à échanger et à discuter avant d'arriver à la question du plaidoyer sur les sujets d'exil. Merci. Francis Charon, vous avez levé la main avec votre micro, s'il vous plaît. Bonjour. Je voulais poser une question à Frédéric parce que j'ai trouvé son intervention tout à fait éclairante. Euh, cette modalité qui n'est plus une modalité d'appel à projet, mais une modalité de co-construction. Vous avez commencé à mettre ça en place quand et à travers le temps, quels résultats vous commencez à avoir? Parce qu'il y a un certain nombre de fondations aujourd'hui dans ce qu'on appelle un peu la philanthropie stratégique, où on essaye de co-construire des projets à partir de la demande des gens qui sont les récipiendaires. Ils ne font pas un projet qui vient du haut vers le bas. Donc, je voulais savoir comment vous avez avancé sur ce projet. Est-ce que vous aviez commencé justement par des appels à projets, puis vous êtes aperçu que c'était ça qui ne collait pas? Comment vous êtes rentré là-dedans, là? Et d'autres, sur EPIM, dont j'ai connu quand j'étais à la Fondation de France, et puis Alexandre Giraud, je crois, dirige NEF, j'ai vu son nom, donc dont EPIM est un projet. C'est vrai que le gap culturel est important, mais c'est des projets qui durent depuis très longtemps, donc les gens se sont quand même beaucoup rapprochés à travers le temps pour essayer de faire des choses. Donc c'est un peu deux questions, mais surtout sur vos pratiques qui sont qui me paraissent essentielles aujourd'hui. Voilà. Excusez-moi, il y a deux Frédéric, donc est-ce que ni Riaché ni Fondation Avian fait d'appel à projet? C'est Frédéric, c'est elle qui nous a parlé de ça. D'accord. Il y a l'autre Frédéric, je voudrais m'en expliquer, c'est pas Frédéric Meunier, pardon, excuse-moi. Merci pour cette question. En fait, la façon dont nous instruisons nos dossiers est une façon qui est liée à la création de la Fondation Abbé Pierre. La Fondation Abbé Pierre a été créée en 1988, reconnue d'utilité publique en 1992, et elle a été créée un peu par une task force autour de l'Abbé Pierre d'associations déjà implantées dans les territoires. Je pourrais parler de l'Alpil à Lyon, je pourrais parler de l'Ampil à Marseille, je pourrais parler de plein d'autres associations en Île-de-France aussi. Et donc, c'est déjà ce dialogue entre une fondation qui voulait recueillir des fonds pour les redistribuer et lutter contre le mal logement et dans le même temps croiser le fer avec la puissance publique sur la réglementation, les lois et le filet de solidarité nationale, c'est-à-dire de la conservation, de cette question de conserver ce qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale et qui tout de même a apporté une réponse intéressante en termes de solidarité nationale, qui est là en train de s'effilocher. Donc ça s'est construit comme ça, et à partir de là, cette culture-là, et notamment ces 15 dernières années, ça a construit une culture, une manière de regarder les projets, une manière de faire réseau que la Fondation Abbé Pierre a souhaité garder. Et donc on a tenté un ou deux appels à projets qui, avec notre identité, notre culture, on peut fonctionner. Enfin, franchement, on peut porter leurs fruits. À l'époque, c'était sur la question de la lutte contre l'habitat indigne et notre fameux programme SOS Taudis. Puis on avait fait aussi une autre ligne autour de l'innovation. On a en fait conservé cette façon de dialoguer avec des acteurs à partir du local, en tricotant des solutions. Alors, il y a des acteurs qui viennent à nous, il y a des acteurs vers lesquels on va, et c'est comme ça qu'on construit petit à petit les projets dans le dialogue et dans la co-construction. Bon. La deuxième chose que je tiens à vous dire, c'est qu'on est aussi très adossé au financement de la puissance publique. Par exemple, quand on produit de l'investissement, de la solution de logement, on produit 600 logements par an, on les produit pas seuls. On vient compléter ce qui existe déjà. Notre idée, c'est d'améliorer considérablement la production du logement autour de sa résilience énergétique, autour de la sortie du loyer que nous voulons la plus basse, ou autour encore de la qualité du bâti pour les pensions de famille et de la qualité de la répartition des lieux, de la superficie du logement. Donc, on est aussi extrêmement en lien avec ces lignes de la puissance publique qui ont tendance à se réduire, hein, malheureusement, mais qui existent quand même toujours. Et le troisième point, c'est ce que je disais un peu autour de l'innovation sociale, sans être trop provocante, de notre point de vue, ça n'existe pas, en fait. Enfin, ça existe, mais très peu.
l'action sociale est une recomposition de choses qui ont déjà été inventées par le passé. On n'invente que très peu en action sociale aujourd'hui. Tout a déjà été un peu fait. Et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Mais l'idée pour nous, c'est de se dire que, à partir de ce qui a déjà existé, on peut recomposer une forme d'innovation sociale. Et donc, pour la faire venir, il ne faut pas forcément la convoquer, il faut pouvoir l'observer. Donc, on a un système de capitalisation et d'observation au long cours qui est nourri, alors qui produit du rapport, mais qui produit surtout une évolution des diagnostics et de nos critères au fil de l'eau, que nous réinterrogeons tous les 3 ans. Avec parfois des écueils, avec parfois des moments où on se trompe, et on ne rejette pas les moments où on s'est trompé en termes de soutien à l'action, parce que ça fait école, ça permet de s'améliorer à la fois sur la manière dont on instruit et à la fois sur les projets qui sont instruits. Donc, je suis désolée, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais c'est une manière de travailler qui est complémentaire de celle des autres, mais qui est aussi quelque chose que nous tenons, à laquelle nous tenons, et qui nous permet je pense, installer un climat de confiance et de durabilité de certains projets. Voilà, les boutiques solidarité, ça fait 30 ans qu'on en soutient et on va en soutenir encore, parce que pour nous, c'est une réponse à la lutte contre l'exclusion primordiale. Voilà. Et puis parfois de tenter des expériences et puis elles sont alors ratées, elles répondent quand même, mais pour nous elles n'aboutissent pas telles qu'on souhaiterait qu'elles aboutissent. Et puis d'autres qui s'enrichissent, évoluent et se consolident au fil du temps et font que parfois elles font exemple, parfois elles sont reprises par la puissance publique, comme les pensions de famille par exemple, auxquelles nous avons largement contribué. Et c'est aussi ce à quoi nous voulons servir. Très clair. L'évolution des critères, c'est extrêmement important et extrêmement intéressant pour être vivant. Merci. Y a-t-il d'autres questions? J'en vois pas dans le chat, je vois pas de main levée. Moi, j'en avais une en attendant que Aisling, si tu en as une, je te laisse évidemment la parole. Mais c'est juste quelque chose qui, à mon avis, fait aussi votre différence et sur lequel j'aurais bien aimé qu'on puisse revenir, c'est que Fonds Riad chez France, vous êtes clairement identifié, en tout cas comme financement dédié, fléché sur le soutien et l'accompagnement d'initiatives citoyennes pour les personnes en situation d'exil. Fondation Abbé Pierre, l'entrée, en tout cas, c'est l'accès au logement et à l'hébergement, et j'ai envie de dire la question du public migrant pourrait ne pas transparaître en tant que tel, en tout cas quand on regarde vos outils de communication et les sites internet, etc. Et Fondation de France, on est un peu dans l'entre-deux en fait. Il y a certaines choses qui sont rendues visibles, il y en a d'autres qui ne sont pas rendues visibles. J'aurais bien aimé vous réentendre là-dessus et j'ai bien entendu qu'il y avait cet enjeu d'appel à financeurs, entre autres de financeurs privés côté Fondation Abbé Pierre et que voilà, peut-être que certains sujets n'étaient pas faciles à rendre visibles pour des levées de fonds. Est-ce que c'est une question prégnante et l'autre question aussi, si justement, dans le contexte polarisé actuel et puis de monter, voire d'imposition des discours de rejet clairs et assumés de la part de plus en plus, à la fois d'acteurs politiques, mais aussi de citoyens, est-ce que c'était des choses qui vous impactaient au quotidien? Et je ne sais pas qui veut commencer pour le coup, parce que je sais que ma question peut ne pas être très agréable. Bah, je vais me lancer. La structure la plus jeune. Bien sûr, on est sur un sujet qui est anxiogène et qui demande du courage. Quand on va voir des donateurs ou des contributeurs, c'est pas simple. C'est extrêmement complexe parce que les arguments sont travaillés par voilà, la tendance qui est sur le rejet. Et ces arguments, on les sent et on doit souvent apporter des réponses à ces arguments. Donc on travaille en ce moment effectivement d'arrache-pied pour essayer de monter un plaidoyer et une communication qui puisse s'appuyer sur un argumentaire. Donc on est sur la défensive finalement. On essaie de persuader. L'évidence n'est pas naturelle alors que ça devrait l'être. On essaye de travailler sur ces évidences, mais force est de constater que face au coup de butoir permanent qu'on constate et qui vont s'amplifier,
on se retrouve systématiquement à se justifier et à être sur la défensive. Or, on se retrouve, on a tendance à le faire et on voudrait pas le faire. C'est très complexe. Donc évidemment, un des réflexes, c'est de faire un pas de côté et dire, bah finalement, on est sur la précarité, ou on est sur l'accès au logement, ou on est sur l'accès aux soins. Si vous prenez Médecins du Monde, finalement c'est l'accès aux soins. Donc on est sur finalement un besoin de base couvert, un droit fondamental. On donne accès à un droit fondamental. Mais on cache un peu les choses sous le tapis. On dit bien évidemment 90% des personnes qu'on soutient sont des personnes exilées. Nous, 95%, c'est des personnes qui n'ont pas de papier. C'est des personnes sans papier. C'est des personnes qui, sont ce qu'on appelle des personnes des PSI, donc des personnes en situation irrégulière. Voilà, la police dit PSI. Et donc, ça représente, 90%, 95%. On va pas le dire comme ça. Alors, parfois, on peut le dire comme ça avec certains. Parfois, on ne le dit pas. Donc, l'exercice est très complexe. Alors, on n'a pas encore trouvé de solution. On tâtonne. Hein. Nous, on a 3 ans d'existence. On tâtonne encore. On refonde un petit peu notre positionnement de communication et sans doute de plaidoyer. On doit avoir des choses à géométrie variable aussi. Ça dépend avec qui. On sait qu'on doit être un peu caméléon. Et c'est complexe d'assumer une peau de caméléon quand on a des choses extrêmement importantes à dire et à poser. Mais j'ai peur qu'on soit de plus en plus obligé d'adopter cette attitude de caméléon. Donc voilà, on aimerait bien faire autrement. En tout cas, on sait pas encore. Hein, nous, on est encore en train de progresser, d'avancer. Je laisserai mes collègues qui ont beaucoup plus d'expérience que nous éclairer plus ce sujet. Je peux peut-être prendre la suite. En effet, enfin, c'est un problème, je pense que toutes les fondations qui collectent, en tout cas, rencontrent. Nous, je dirais qu'un des avantages de la Fondation de France, c'est qu'on est la fondation de toutes les causes. Qui fait que même si on vit entre guillemets uniquement de la collecte, il y a des gens qui donnent à la Fondation de France, peu importe, sans flécher une cause et peu importe la cause, ce qui nous permet d'avoir des fonds qui ne sont pas fléchés sur une thématique et que l'on peut utiliser sur la question de l'exil. Mais il est vrai, et pour en avoir discuté avec une collègue de la collecte justement la semaine dernière, à chaque fois qu'une communication est faite pour lever des fonds sur cette question, il y a en retour des vagues de haine et de désapprobation claires qui sont aussi, je pense, pas forcément faciles à vivre pour les équipes. Donc, en effet, de la même manière, on est obligé de faire un pas de côté aussi d'une certaine manière. C'est pas neutre non plus de cibler sur l'engagement citoyen et sur l'action des personnes, plutôt que sur l'aide directe, même si de fait, c'est une aide directe. Voilà. C'est un sujet qui est malheureusement tendu. Après, en effet, je pense qu'il faut aussi avoir beaucoup d'espoir sur le fait que le fait de financer ces projets peut avoir, comme disait Frédéric, une, euh, une possibilité de faire changer en tout cas les mentalités et d'aller vers une situation où ça ne serait plus un sujet de venir en aide aux personnes exilées, mais que ça puisse aller de soi. Voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'on arrivera à cette utopie, mais c'est important de se la garder en petite étoile de berger pour continuer à faire ce qu'on fait. Je prends la suite, Évangéline. Avec plaisir. Comment vous dire? Ben oui, alors plusieurs choses. Nous, on vient d'un fondateur qui était dans l'insurrection. L'insurrection de la bonté, certes, mais l'insurrection quand même. Ça fait 70 ans qu'on fête son anniversaire. C'est l'anniversaire de ce manifeste de l'insurrection où l'abbé Pierre parlait à l'ensemble de la société française pour dire « Mes amis, au secours, un enfant est mort cette nuit ». Enfin, je veux dire que on a aussi une société qui a diablement évolué, et je dis mais diablement exprès, du côté d'une communication et de formats d'interpellation ultra diversifiés ces 10 dernières années avec les réseaux sociaux, avec les démultiplications des acteurs et la démultiplication des canaux d'intervention. Donc, l'enjeu d'une fondation, en tout cas comme celle de la Fondation Abbé Pierre,
c'est aussi un enjeu de cible et un enjeu de pertinence, y compris dans l'insurrection. C'est-à-dire que finalement, s'insurger pour s'insurger seul de son côté, avec des effets qui peuvent être très forts sur les donateurs, hein, enfin, je veux dire, on va pas se cacher de ça non plus, ça n'est pas rien. Voilà, donc ça c'est la première chose que je voudrais dire, c'est que la question du plaidoyer et de la communication, c'est une question à la fois de fond, mais c'est aussi une question de stratégie et de pertinence d'utiliser une stratégie. Et qu'une fois qu'on a tiré la cartouche, c'est terminé en fait. Voilà, c'est juste, je veux remettre ça au devant parce que on a, nous, une certaine audience. D'ailleurs, vous remarquerez dans notre audience qu'on parle très peu du soutien à l'action. On parle beaucoup de la réglementation, de la loi, de l'indignation aussi, de la maltraitance de toutes les populations, effectivement, comme le disait Frédéric, autour des questions de précarité, de l'exclusion, de la violence sociale. Dès qu'on a, moi je me souviens très bien, un des premiers soutiens que nous avons fait autour des questions d'exil qui dépassait, qui est dans le cadre de nos statuts, mais qui dépassait ce que nous faisions d'habitude, c'est quand nous avons soutenu le premier bateau d'SOS Méditerranée. Mais évidemment que ça a créé quelque chose, donc on a peu communiqué dessus, parce que ça a créé quelque chose de l'ordre d'une discussion, d'abord qu'il est très difficile d'avoir. Moi, je veux dire, entendre à un moment donné les Français d'abord, enfin les Blancs d'abord, enfin, toutes ces choses-là qui sortent, hein, enfin, je veux dire, elles se disent aujourd'hui. S'il y a 20 ans, elles se disaient pas, aujourd'hui, ça ose dire à tous les endroits. Je veux dire, sur les réseaux sociaux, dès que vous postez un truc, de toute façon, ça sort. Donc, c'est quand même une situation à se prendre qui est très difficile à se prendre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? La question, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de s'insurger, qu'est-ce qu'on fait de la dénonciation d'une situation quand on se retrouve avec une société qui est complètement clivée et coupée en deux. C'est pour ça que la question de mon point de vue, de la valorisation, de la mise en lumière de ce qui est fait, voilà, en termes de solutions, mais aussi en termes de représentation, de capacitation des personnes exilées, de mon point de vue, ça peut être un chemin qui peut tenir. Mais de toute façon, là, on va voir les résultats des européennes. Demain, c'est les municipales, c'est 2026. C'est sûr que c'est des rendez-vous électoraux qui vont nous donner le paysage de ceux qui votent, en tout cas de ceux qui vont à l'urne, qui vont qui va soit nous rassurer, soit être absolument terrifiant. Enfin, il faudra faire avec ça. Il faudra faire avec ça. Et la question aujourd'hui, c'est effectivement de continuer à soutenir des actions qui s'adressent à toutes les personnes en situation d'exclusion dans la mesure de nos moyens, c'est-à-dire d'assurer ça. Et peut-être qu'à un moment donné, et moi je trouve que ça serait intéressant au niveau français, il serait intéressant que les acteurs de la philanthropie s'organisent aussi face à ces évolutions en termes de rendez-vous électoraux pour faire aussi quelque chose de l'ordre d'une task force, de quelque chose qui dit, voilà, la position des acteurs de la philanthropie, puis ça, c'est pas possible. Avec le risque de perdre des donateurs. Enfin, moi, je le dis, mais vraiment, clairement, avec ce risque-là. Mais je crois pas que seules, je veux dire, les situations d'évacuation, les situations de violence policière, les situations de maltraitance, les gens qui ont faim, les gens qui sont assignés à être réduits, à déshumaniser, c'est tous les jours. Tous les jours. Donc voilà, c'est aussi à partir de quoi on crée une union, on crée de la force pour aller dénoncer ça, mais de façon stratégique et que ça porte ses fruits. Parce que le risque, sinon, c'est d'avoir crié et puis d'être fermé dans nos boîtes telles que nous sommes. Et avec un effet... voilà, pardon si je suis pas très claire, mais je pense que c'est extrêmement difficile de prendre position aujourd'hui et de le prendre seul. Voilà, je crois que la question d'être isolé pour prendre position, c'est compliqué. Et le bon moment. Merci, c'était clair. Anne Lacoste, je pense qu'on peut se permettre une dernière question, Rémi, si ça te va. Excusez-moi, c'est pas une question et je voulais savoir s'il y a la place pour que ce que j'entends me donne envie d'improviser pendant 2 minutes pour vous expliquer comment on en est arrivé au Fonds Inkerman à faire ce qu'on fait aujourd'hui pour soutenir les personnes exilées. Est-ce que c'est possible est-ce qu'il y a la place pour ça? Oui?
Bien, la première chose, c'est que notre fondation, elle n'a pas d'existence sur Internet, elle n'est pas sur les réseaux sociaux, elle n'est pas du tout là-dedans. Et en fait, ce que nous avons construit depuis une quinzaine d'années, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait avec les personnes qui étaient actrices sur le terrain et avec les migrants. Et il se trouve que moi-même, j'étais professeur de FLE pendant une quinzaine d'années, donc j'ai été en contact avec un énorme privilège avec des personnes exilées. Mais ce qu'on a fait, et je remercie la Fondation de France de m'avoir aidé à en prendre conscience, parce que récemment, quelque chose d'intéressant à la Fondation de France pour les fondations abritées, c'est qu'il y a des propositions de journées, de rencontres, de réflexions et d'échanges avec d'autres fondations. Et il y a eu 2 journées sur la démarche systémique. Et je pense que concernant ce que disait Frédéric Cabat de l'influence générale sur la société de ce facteur de l'exil, c'est exactement ça qu'on a compris au fur et à mesure des années et des projets qu'on a rencontrés. On s'est décidé finalement, les individus qui sont des exilés, ils apparaissent dans la société de 1000 façons, et on a essayé de regarder quelles sont les différentes formes et comment elles peuvent entrer en complémentarité. Donc, par exemple, on a décidé de soutenir de l'accès au logement avec différentes associations qui sont plus ou moins corrélées avec des histoires d'emploi, ce qui est quelque chose d'assez classique. On a aussi soutenu un projet plus global sur une prise de conscience du racisme systémique en France, pas lié spécifiquement aux migrants tels qu'ils sont aujourd'hui, mais de cette dimension systémique et structurelle du racisme en France. Nous nous sommes aussi approchés, grâce aux rencontres que nous avons faites, notamment avec le COMED, le Centre Primo Levi et d'autres associations, sur l'aspect trauma et santé mentale. Nous avons aussi, à travers une lutte ancienne contre le sida et contre les discriminations LGBT, abordé au croisement de l'exil les problématiques LGBT, avec la question de l'asile, etc. Nous avons été aussi du côté de l'urgence extra-frontalière, qui est au niveau européen, de ce qui se passe aux frontières, avec un soutien, par exemple, à SOS Méditerranée, ou un soutien à des petites associations incroyables qui sont aux frontières, comme Equal Legal Aid ou avec Avocats sans frontières, notamment en Grèce. Nous avons aussi été sur les territoires pour voir justement ces expériences territoriales de mobilisation solidaire qui ne fonctionnent pas en silo exclusivement, parce que le problème, c'est aussi le fonctionnement en silo thématique, par public, par problème, etc. Et en fait, cette démarche systémique, elle est très, très éclairante. On va pouvoir aussi travailler sur la réflexion sur la traite humaine, le travail du sexe, les personnes trans, qui sont très souvent migrantes et très, très précaires, les mineurs isolés, etc. Mais dans une démarche systémique qui nous met en respiration avec les autres thématiques et les autres types de projets qu'on va soutenir, et nous pousser vraiment à essayer d'avoir une démarche qui est circulante à travers toutes les thématiques et tous les projets que nous soutenons. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Cathy, tu allais réagir, je pense. Oui, je voulais compléter parce que merci beaucoup Anne pour faire ce rappel qui est primordial, et c'est vrai que on a un besoin de travailler en intersectionnalité avec d'autres thématiques, et on parle beaucoup depuis tout à l'heure de moments politiques qui arrivent en France et de polarisation politique, et en effet tout pendant que la question des discriminations raciales, etc. en France sera toujours aussi prégnante, la question de l'exil sera aussi toujours une question polarisée et politisée de manière négative. Et donc c'est très important en effet de penser système comme le disait Anne, et de comprendre notre impact au-delà, et pourquoi pas d'aller au-delà d'un soutien uniquement à l'aide aux personnes exilées, mais aussi de permettre de soutenir des projets euh, qui justement change un peu plus, enfin, en profondeur aussi la société pour qu'elle puisse accueillir ces personnes dignement. Bon, Merci. Ça me paraît des belles paroles pour clôturer notre webinaire. Si ça vous va, il y avait aussi une réaction
de François Rébérol en ligne sur la question d'assumer aussi qu'une grande partie des associations de terrain engagées sur ces thématiques étaient des associations militantes pour lesquelles il était aussi nécessaire d'imaginer une autre société pour avancer justement sur ces sujets de précarité. Je vous propose nous vous proposons, pardon, de nous arrêter là, si ça vous convient. L'idée aussi qu'il y avait, c'était que ce webinaire puisse en fait être articulé en 2 moments. Donc aujourd'hui, et on avait proposé avec Ashling auprès de PSSP de pouvoir revenir sur un webinaire d'ici une année pour présenter un peu plus amplement le fruit de notre travail qui vient de commencer. Donc voilà, donc sur une analyse et un questionnement sur les interactions entre philanthropie entre guillemets à la française, encore soit qu'elle existe, et le champ de l'exil dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Merci à tous pour votre participation. Merci Cathy Diouf, Frédéric Cabat, Frédéric Meunier de votre temps. Et merci à tous les participants.